Il est 13 h. Bonjour à tous. Un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. Les directeurs de publication des organes de presse écrite ont eu une rencontre avec le président de la HAC. Au menu des discussions, la régulation et l'assainissement du secteur des médias. À suivre les détails. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est en tournée. Objectif, prendre contact avec les organes et institutions sous sa tutelle. Elle était à l'Université nationale d'agriculture. Et puis, la nouvelle est tombée hier. Alex Chaudaton, journaliste sportif précédemment en service à l'ERTB, s'est éteint. Retour sur sa vie et son parcours dans ce journal. Audience à la HAC, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a tenu une séance d'échange avec les directeurs de publication des organes de presse écrite. Entre autres sujets abordés, la régulation et l'assainissement du secteur des médias. Christelle Tongodo, Oseni Adeleke et Bénédicte Posso. C'est une rencontre de vérité qui se tient entre l'instance régulatrice des médias et les responsables d'organes de presse écrite. D'entrée, Rémi Prosper Moretti est revenu sur les prérogatives de la HAC et a rappelé quelques fondamentaux liés à la profession du journalisme. Il nous faut continuer à l'enracinement d'une presse libre et professionnelle au service de la nation, une presse écrite prête à relever le défi de la numérisation. La HAC, comme vous le savez, croit au principe de la gouvernance concertée et essaiera toujours d'orienter ses actions dans la lumière de la vérité. Mais il est plus important de mettre à la disposition de nos populations ce qui mérite d'être su, ce qui construit et qui maintient la paix. Concernant les problèmes, en 3, nous avons les informations suivantes se rapportant aux responsables de l'organe ne sont pas souvent contenues dans les publications ou si elles le sont, elles sont inexactes ou dépassées. Dans le suivi quotidien des organes de presse écrite, la HAC relève souvent des dérapages liés à la publication, tels que des titres sensationnels n'ayant aucun rapport avec le contenu de l'article, des propos diffamatoires, injurieux et des accusations sans fondement, des propos incitant à la violence, à la révolte, à la haine radicale et tribale, des propos mettant en péril la cohésion nationale. À la suite du président de la HAC, les responsables d'organes de presse écrite ont exposé leurs préoccupations relatives à l'aide du gouvernement à la presse, la délivrance des cadres professionnels et les dérapages liés aux publications en ligne. À toutes ces préoccupations, des éléments de réponse ont été apportés. Cadre de presse, oui, mais elle devient quoi? Elle sert à quoi? C'est en cela que nous allons continuer le travail qui a été qu'on a entamé avec déjà au niveau de la commission, puis après le comité technique paritaire composé des membres du ministère de la Communication et nous avons déjà commencé à réfléchir. Et ce travail sera étendu, bien entendu, avec tous les ordres, si je peux utiliser cette expression, les associations professionnelles, afin qu'on rende cette carte plus efficace et plus utile à leurs bénéficiaires. Des journaux qui paraissent que sur Internet. Et toute la journée, toute la semaine, on se bat pour pouvoir obtenir un exemplaire en 20. Vous ne me direz pas que ces gens-là sont des professionnels. Ce sont ces gens-là qui rendent l'institution gendarme. C'est sur les bases d'un nouveau partenariat entre la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et les organes de presse en général et en particulier les organes de presse écrite que la rencontre a pris fin.
On fait maintenant un tour au palais des congrès de Cotonou. Le dialogue politique annoncé par le président Patrice Talon s'est ouvert aujourd'hui. Pendant 3 jours, les représentants des partis politiques invités vont réfléchir à des solutions pour une paix durable et une cohésion nationale. C'est le chef de l'État qui a procédé à l'ouverture des assises. Brice Thibozo, Alexis Kenom et Ricardo Loïc Ekpeko. Le président Patrice Talon l'a appelé le dialogue politique. La salle est comble. Les 9 partis politiques de la mouvance comme de l'opposition invités sont représentés. C'est le chef de l'État en personne qui ouvre les assises. Notre pays nous appelle au réalisme, à la solidarité et à la cohésion. Aussi indiqué qu'il puisse paraître, notre charte des partis politiques et notre code électoral nous ont causé du tort. Parce que bon nombre d'entre nous, à la mise en œuvre, ne s'y sont pas retrouvés. Aussi apparaît-il désormais pertinent que les acteurs politiques se retrouvent pour apprécier leur application, réfléchir et échanger sur les adaptations possibles à y apporter en vue d'une meilleure et réaliste organisation de l'espace politique et de la compétition politique, permettant le renforcement de l'unité nationale et de la concorde, tout en préservant l'indispensable assainissement des pratiques politiques. Le dialogue politique va durer 3 jours, occasion pour les acteurs politiques de réfléchir aux voies et moyens de retourner à la paix, à la cohésion et à la solidarité nationale. C'est convaincu de cet idéal que j'ai convoqué les présentes assises dédiées au dialogue politique, ainsi que je me suis engagé le 20 mai dernier devant notre peuple, puis réitéré le 15 juillet lors de ma rencontre avec certains responsables politiques. Mesdames et messieurs, le dialogue politique auquel je vous convie trouve sa justification dans la volonté de notre peuple de voir ses acteurs politiques se hisser à la hauteur des défis qu'impose la construction de l'État et la consolidation de la nation. Il s'inscrit dans mon souci permanent d'associer les acteurs politiques à la recherche des compromis aux questions politiques essentielles, notamment électorales, dont la résolution est indispensable à notre cohésion et à notre marche vers le progrès. Sa finalité réside dans les recommandations responsables qu'il vous appartiendra de formuler à mon endroit. Les assises du Palais des Congrès seront conduites par des facilitateurs consensuels ayant à leur tête le professeur de droit Dorothée Sosa. Dialoguer pour la paix dans notre pays et la cohésion nationale est donc pour chaque enfant de ce pays un devoir constitutionnel, une obligation suprême. Je voudrais souhaiter que nous y mettions du cœur et de l'allant pour ne pas trahir notre destin commun. Mesdames et messieurs, je suis convaincu que la foi qui vous anime et l'engagement politique responsable qui est le vôtre nous permettront de trouver les solutions qui renforcent davantage nos institutions et les éloignent de toutes les formes de perversion et de régression. Nous savons tous, et il n'est pas superflu de le rappeler ici ce matin, que pour mettre fin aux pratiques qui retardent son développement et créer les conditions de la prospérité en vue d'offrir des meilleures conditions de vie à ses enfants, notre pays a besoin de réformes d'envergure telles que la réforme du système partisan. 3 jours pour donner au peuple béninois des raisons de continuer à croire que le retour aux fondamentaux et la mise en œuvre des réformes est possible. Les acteurs politiques réunis à ces assises en ont la responsabilité.
Le dialogue politique convoqué à l'initiative du chef de l'État a donc commencé. Présents à la cérémonie d'ouverture, certains délégués des partis politiques invités ont bien voulu se prononcer sur l'initiative et en particulier sur le discours d'ouverture du président de la République. On les écoute au micro de Ricardo Loïc-Pékou et de James William Bagidi. Seuls ceux qui se parlent et qui s'écoutent s'entendent pour faire de grandes choses. Nous ne venons pas ici pour nous balader. Il faut manager la situation, transformer des problèmes en solutions. Il faut qu'on se parle. Et c'est pourquoi nous sommes arrivés ici, effectivement, pour prendre la parole, pour porter nos préalables, parce que nous les considérons désormais comme des solutions. Et nous avons la garantie que le dialogue va porter ses fruits. Nous sommes là en tant que de l'opposition, en tant que parti de l'opposition, et nous avons pris nos responsabilités. Le discours est un discours rassembleur, un discours d'ouverture vers les représentants. Je pense que le chef de l'État, qui est donc le père de la nation, doit, en cette circonstance, faire en sorte que chacun trouve sa place et se reconnaisse dans l'adresse à la nation. Ça a été le cas et je pense que c'est une bonne chose. C'est un message assez fort et il convient que chaque organisation politique, chaque acteur politique retrouve dans cela l'essentiel de ce qu'il faut pour que ces assises se passent très bien, de sorte qu'à la fin, on puisse se dire que nous avons avancé. Les peuples qui ne se parlent pas se détruisent. Nous ne devons pas détruire le Bénin, nous voulons le construire dans sa pluralité, dans sa diversité. Nous sommes faits pour être ensemble et pour aller le plus loin possible ensemble pour notre pays et pour l'Afrique. Et je suis heureux de constater que tous ceux qui ont été invités sont là. Je suis sûr que nous aboutirons à des résultats qui seront bons pour le Bénin et qui seront bons pour chacun d'entre nous. Le chef de l'État a fait un discours rassembleur, un discours qui invite à la compréhension et à se concentrer également sur l'essentiel qui sauve le Bénin et qui remet le Bénin ensemble. Et celui qui a aujourd'hui la responsabilité de la gestion de notre destin commun a pris l'initiative, la bonne initiative de nous convier à un dialogue. Je pense que, comme on le dit vulgairement chez nous, on ne refuse jamais l'appel. C'est ce qui est derrière l'appel que l'on peut refuser. Donc c'est déjà une heureuse occasion qui nous est offerte et nous venons, nous sommes heureux de venir et nous sommes heureux de constater que tous les partis invités, conviés sont là. Le discours du chef de l'État nous appelle toute la classe politique à une réflexion de qualité pour sortir le pays de cette crise que nous avions connue juste après les élections. Et il faut comprendre que le chef de l'État est totalement engagé pour que nous ne connaissions plus jamais des situations du genre. Comme nous n'étions pas représentés à la 7e législature, donc nous n'avions pas participé à l'élaboration des tests qui nous ont sanctionnés. Mais là, maintenant, nous avons une opportunité de pouvoir nous prononcer sur ces tests, de dire ce que nous en pensons. Et je crois que c'est une opportunité à saisir. On ne va pas se faire prier. Ce n'est pas tous les jours que les partis politiques ont la possibilité de pouvoir réfléchir sur une loi qui est votée par une institution régulière, qu'est notre Assemblée nationale. À ma grande surprise, et une surprise heureuse pour moi et pour le peuple béninois, tous les partis qui sont en règle sont présents, ont répondu présents à l'appel du chef de l'État. Et c'est un grand bonheur parce que ça va nous permettre de travailler ensemble. Ça veut dire que les lignes ont commencé par bouger. Lorsque la patrie vous appelle, lorsque les circonstances nationales exigent que les fils de la nation se retrouvent, s'asseyent, discutent, dialoguent pour l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation, nul
ne devrait se mettre à l'écart. D'abord, il faut saluer l'initiative du président qui se concrétise et par la présence de tous les acteurs qui ont été convoqués. Il faut donc espérer que le travail va se faire et qu'il en sortirait des recommandations essentielles qui nous permettront donc d'aller vers l'amendement des textes qui ont posé problème au début du processus électoral. Lorsque vous avez une situation difficile, ce que je dis toujours, c'est que toutes les solutions sont bonnes à prendre. C'est qu'on dirait, même un petit pas dans la bonne direction est bon à prendre. Autre sujet dans ce journal, c'est parti pour la tournée de prise de contact avec les organes et institutions sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Pour commencer, Éléonore Yaï-Lalécan était sur le site de l'Université nationale d'agriculture. Le point avec Guillaume Avienou et Brice Rombo. Éléonore Yaï-Lalécan, la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, dans les locaux du rectorat de l'Université nationale d'agriculture basé à Porte-Novo. Pour sa tournée de prise de contact avec les établissements publics en charge de l'enseignement supérieur, c'est par les campus de cette université que la ministre a voulu donner le top. Les échanges avec les responsables des différents campus de l'université autour des difficultés que rencontrent ces établissements, ces échanges prenaient parfois l'allure de séances de travail, s'achevant par des visites des installations de ces unités de recherche. C'est le cas ici à Sakété. L'école a pour mission de former des cadres capables de créer et de manager la valorisation des ressources locales. C'est tout à fait bon de construire avec eux un meilleur lendemain. La première journée de la visite de la ministre a pris fin à Kétou, tard dans la soirée, autour de ce laboratoire, pour reprendre le lendemain matin sur le campus du Digny, situé à une quarantaine de kilomètres du centre-ville de Kétou. Il y a beaucoup d'investissements. Les investissements sont là et ces investissements méritent d'être également complétés. Nous comprenons que ces investissements viennent accompagner les efforts qui se font déjà par les équipes sur place. Nous avons des formations qui cadrent bien avec le besoin du terrain. Et ces formations ont besoin d'être soutenues, renforcées par des ateliers. Ce qui est intéressant pour les universités thématiques, c'est la pratique. Ce n'est pas trop de théorie, c'est la pratique. Et par conséquent, il faut véritablement qu'il y ait des outils, des moyens. Le gouvernement a fait déjà beaucoup d'efforts, même déjà dans la recherche de financement. Le gouvernement entend poursuivre les efforts de facilitation des procédures de renforcement des équipements des différents campus de l'Université nationale d'agriculture, promet la ministre. Une université qui va jouer un rôle majeur dans l'économie du pays en apportant des innovations dans le domaine agricole. Un clin d'œil particulier va être fait au campus d'Idigny. Le site très reculé mérite véritablement d'être beaucoup soutenu pour permettre aux étudiants qui sont éparpillés un peu partout de pouvoir venir au cours. Ils marchent 5 km avant d'arriver. Ce n'est pas là réellement le problème parce que ces essais pour venir aussi, c'est bien. Mais si c'est possible encore de les concentrer dans un lieu, ce serait encore mieux. C'est pareil pour les étudiants, les enseignants qui font la navette. Et donc, question de sécurité. Et nous avons compris véritablement la présence des forces de sécurité autour de nos investissements. Ils sont là, elles sont là et nous souhaiterions toujours qu'elles nous accompagnent davantage. Dans les prochains jours, la ministre va poursuivre sa tournée vers les autres universités publiques du pays. Vous le savez, depuis hier, une des voix les plus réputées du journalisme sportif s'est éteinte. Alex Chaudaton s'en est allé. Il était un des grands du football béninois. La rédaction sportive de la télévision nationale nous retrace son parcours. Diogo Pelu, mon ami, il est encore là. Celui dont le monde sportif pleure la disparition a marqué de son empreinte son passage à l'Office de radio et télévision du Bénin, où il a passé toute sa carrière. Guy Bertin, sous le Siaka, et ça nous plaisait. De son vrai nom, Justin Alexis Chaudaton, Alex ou Chaudus pour les intimes, est né le 8 août 1951 à Alada. Il démarre son long et riche parcours professionnel dans l'audiovisuel
par la radio nationale qu'il intègre en 1975. Il va y rester jusqu'en 1983 au service des programmes et au journal parlé. Les férus du Curon retiendront de cette période la voix au timbre unique de Alex dans le multiplex du championnat interprovincial avec les multiclubs que sont entre autres les Dragons, les Requins, les Buffles, l'UNB. De retour de formation du célèbre Institut national de l'audiovisuel, INA en France, Alex atterrit à la télévision nationale en 1983 où il rejoint ses devanciers Feu Séverin Boulago et Lucas Sogba. L'homme se distingue à la fois par la qualité de ses magazines que par ses plateaux reporters aux commentaires épicés avec un code vestimentaire auquel on l'identifie, la chemise Lacoste. Il devient le premier chef de la division des sports de la télévision nationale, poste qu'il occupe jusqu'en 2007, année de son admission à la retraite. Alex Chaudaton n'a pas été seulement passionné de sport au micro et sur les plateaux de télévision. Il fut un footballeur de talent, surclassé au lycée Bianzin aux côtés de célèbres noms comme Feu Théophile Moncho et Pierre Rochot. Il a été également sociétaire de Asso Porto Novo. À 68 ans, Alex Chaudaton laisse derrière lui une veuve et 2 filles. Et il faut le dire, Alex Chaudaton a réussi à faire l'unanimité autour de son talent. Attaché à son travail, même les années n'ont en rien entamé son professionnalisme. Alex Chaudaton, un journaliste singulier, c'est un reportage signé Herman Rodrigue Amégrand. Je suis retraité, maltraité, endetté, hypothéqué, mais pas malheureux. Dans l'affliction provoquée par sa perte, sa voix active encore de la nostalgie. Une voix chaude et complice, gravée envoûtante, qui savait comme nul autre introduire de la proximité et de l'intimité avec des millions d'auditeurs et téléspectateurs disséminés de par le Bénin. Avant même de découvrir son visage sur les écrans, son timbre vocal étanchait la soif des auditeurs de la radio nationale à la quête d'informations sportives. Quand Alex Chaudaton communie avec sa passion, la radio nationale tient un virtuose, les auditeurs, eux, découvrent un élu du micro. Son style à la fois précis et imagé trouve son soubassement dans son amour pour les belles lettres. L'ancien étudiant de l'Institut national de l'audiovisuel en France suivait l'actualité avec beaucoup d'élégance. Alex Chaudaton, ce sont des envolées lyriques, autant d'art dans l'écriture qu'il a de la verve dans le commentaire sportif. Chaque fois, l'antenne était comme sa première fois, avec fraîcheur, bonheur et enthousiasme. Son parcours a plus de panache, d'autant plus qu'il a excellé à une époque sans téléphone portable, sans réseaux sociaux, sans overdose médiatique. Justin Alexis Chaudaton est à n'en point douter une voix immortelle du journalisme sportif au Bénin. Et puis, touchés par la nouvelle, quelques-uns de ses anciens collaborateurs et confrères livrent leurs impressions. Fidèle Aïkwe Moufliadi, Félix Sondé Pépéripé ou encore Jacques Okoumonsou nous parlent du souvenir qu'ils gardent de l'illustre disparu. Ils sont au micro de Hospice Métoli et Amidou Malerossou. Eh bien, Alex et moi, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Ça fait 56 ans. Je crois que ça doit être dans la même période. En 1963 que nous rentrions au lycée Bianzin. Je me rappelle que nos armoires de classe étaient côte à côte. Déjà, on a commencé par sympathiser. Et je dois vous dire que nous étions, lui et moi, on était un peu pagailleurs. On a marqué la vie du lycée. La dernière fois, après notre assemblée générale des anciens du lycée Bianzin, les élèves de la 6e M1 en 1963 se sont retrouvés, on a rappelé tous ces souvenirs. C'était un bon vivant, c'était quelqu'un qui était en tout cas au courant de toute l'actualité culturelle avant tout le monde. Il savait tout ce qui se passait la nuit et tout ça. Et c'était toujours lui qui venait nous raconter un peu ce qui s'est passé la nuit dernière parce que bon, c'était un peu son milieu. Il se disait qu'il y avait des personnes qu'on ne pouvait rencontrer que la nuit et que c'était ce qui l'obligeait souvent à être un noctambule
convaincu. Donc en ce moment, les auditeurs qui l'ont entendu sur nos radios, les téléspectateurs qui l'ont vu sur nos écrans doivent être en train de se dire que nous avons perdu un très grand reporter sportif au Bénin. Sa voix charmait beaucoup de gens. Alex était quelqu'un qui avait suscité des vocations. Il avait inspiré beaucoup de jeunes et je peux dire qu'il est entre autres parmi ceux-là qui ont donné l'envie du reportage sportif à beaucoup de nos reporters actuels. C'est grâce à ce monsieur que j'ai découvert le journalisme sportif et il me disait toujours, dès lors que j'ai choisi de faire ce métier, il m'a raconté une petite anecdote et dit « Fiston, même si votre papier est crotté, il faut aller me le chercher. Parce que ici, lorsque vous n'avez pas de parchemin, vous n'êtes pas respecté. Et je voudrais qu'on vous respecte parce que je sens en vous une grosse culture qui pourrait vous permettre d'être un très très bon journaliste. » Et c'est la seule personne à qui j'ai dédicacé mon mémoire, c'est à Alain Chaudaton, à mon père spirituel, Alain Chaudaton. Toi qui m'as donné la chance de découvrir ce métier, de l'aimer et de pouvoir rêver le faire comme toi. Alain Chaudaton, c'est l'un de ceux qui m'ont guidé lorsque j'étais à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Et je garde toujours en esprit tout ce qu'on faisait ensemble, tous les conseils qu'il me donnait, les voyages qu'on a effectués ensemble, parce qu'on en a effectué, lui et moi. C'est vraiment une perte pour nous. C'est vrai que nous avions fait notre temps, nous sommes allés à la retraite, mais nous avons quand même contribué au développement du sport dans notre pays. La mort, c'est ce que l'homme est au corps. Et quand on s'efforce de l'oublier, ne vous lâche pas, ne vous quitte pas d'une semelle. Et c'est quand personne ne s'y attend qu'elle vient et vous arrache du monde des hommes. Et aujourd'hui, je dis adieu Alès, paix à ton âme, mais tes œuvres continueront pas à parler de toi. Toutes nos condoléances à la famille de disparus. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.